bonjour à tous, bienvenue. Donc moi Thibaut Blache, je travaille en réanimation cardio-pédiatrique à Lyon. Je suis très content d'être le premier à parler et ouvrir ce congrès. J'ai aussi eu la chance du coup de pouvoir faire partie du comité d'organisation pour cette session et j'espère pour de nombreux autres à venir, avec pour l'instant une participation très modeste, mais c'est très intéressant de voir l'organisation de tout ça de près. Et voilà. Premier topo du matin, donc retour sur le congrès de l'EuroLSO 2023 qui était en avril à Lisbonne. Normalement, ça se veut un peu sympa comme topo, un peu évidemment pot pourri, sélection de tout ce qui était à retenir de manière subjective parce que c'est ma sélection de là-bas. Mais voilà, ça devrait bien s'écouter et permettre un réveil en douceur. Premier remerciement indispensable pour le docteur Boulescu de notre équipe de chirurgie cardiaque pédiatrique parce que jusqu'à hier après-midi, ce topo, il était avec ma clé USB et avec mon ordinateur oublié dans l'avion avec lequel je suis venu à Bordeaux. Et que sans une très bonne coordination avec les services de l'aéroport bordelais, je vous aurais fait une présentation a cappella ce matin, ça aurait été moins sympa. L'EuroLSO, donc déjà la structure, bon, je pense que vous en avez tous entendu parler si vous êtes là, mais quand même pour en dire un mot, c'est la branche européenne de l'Extracorporeal Life Support Organization. Le président à l'heure actuelle, c'est Nicolas Barrett qui travaille à Londres. Donc l'idée, c'est de réunir tout le monde autour de l'assistance, en particulier l'ECMO, adultes et pédiatriques, de faire un réseau européen et à travers ça d'améliorer les pratiques. Ça passe par plusieurs points. Un des points forts de la structure, c'est un registre qu'on est tous censés remplir de manière exhaustive, même si nous on est un petit peu en retard, mais enfin bon, c'est l'idée pour avoir après beaucoup de data et pouvoir faire des articles intéressants. Il y a des mises à jour tout à fait régulières des guidelines qui seront très régulièrement, je pense, citées au cours de ce congrès comme référence dans tous les différents topos des prochains jours. Il y a des webinars aussi accessibles gratuitement qui sont à peu près tous les mois. Et il y a évidemment des cours en ligne, des cours de simulation, on en reparlera de plus en plus, qui se font et à l'international et en européen. Et donc l'idée étant de payer son inscription individuelle ou par centre et de pouvoir contribuer au réseau. Alors on voit que nos voisins quand même autour de nous sont un peu plus prompts à payer leur cotisation à l'EuroLSO que nous, mais enfin bon voilà. Et donc une fois par an, l'EuroLSO c'est un congrès, et donc cette année c'était en avril et c'était à Lisbonne. Alors premier point positif, alors que le temps était moyen en France, Lisbonne en avril 2023, un article du Monde l'a quand même explicité, c'était 36,9 dans le centre-ville de Lisbonne. Voilà, donc avec tout le monde qui commençait à se balader dehors en t-shirt, et c'était déjà sympa, c'était déjà une belle récompense que d'avoir fait l'effort d'y aller. Le congrès, qu'est-ce qui peut vous inciter à aller au prochain? Parce que c'est quand même un des buts de cette présentation, pour dire, là, peu importe quelles étaient les thématiques abordées, mais ce qui est rouge, c'est de la pédiatrie, ce qui est vert, c'est de l'adulte. Il y a quand même en continu, et pendant les 2-3 jours de congrès, 2 sessions plénières et 2 auditoriums avec uniquement des sessions dédiées à la pédiatrie, ce qui fait qu'on n'est pas coincé sur un programme, on a quand même le choix entre deux, et on peut quand même faire un congrès où on n'écoute que de la néonate et que de la pédiatrie. Il y a presque 20 à 30% du coup de ce congrès qui est dédié aux enfants et à côté, si on veut varier, il y a évidemment les topos adultes. Avec beaucoup de moyens, là c'était un des modules de pré-congrès que j'avais fait qui était sympa, on va parler beaucoup de simulation je pense dans les 2 prochains jours, avec beaucoup de programmes de simulation qui se montent partout en France. Donc eux c'était ça qu'ils proposaient, là, c'était de s'occuper d'un mannequin qui avait tout juste une ECMO installée, de le transporter hors de l'auditorium, de le mettre dans une ambulance qui faisait faire des tours de Lisbonne en simulant le mannequin qui saignait et tout ça. Donc c'était quand même poussé assez loin et dans une perspective, on l'espère, de développement du MAC, c'était pour moi très intéressant de participer à ça. Innovation technique. Alors, il y avait pas mal de réchauffés, il y avait pas mal d'innovations techniques qui concernent surtout des devices adultes. Pour la pédiatrie, j'en ai choisi 2, dont un que j'ai vu, dont le stand était présent pour le club ECMO pédiatrique cette année. Je vais commencer par elle, c'est la Colibri, dont vous avez peut-être entendu parler, produit par Eurosat, c'est italien. Ça existe depuis un moment, le circuit newborn, donc le circuit pédiatrique, il est dispo depuis vraiment pas longtemps. La force de cette machine, c'est compact, donc ça fait moins de 9 kg, ça se porte par la petite poignée jaune ici. C'est du tout en un, donc il y a l'oxy, la pompe, lévitation magnétique, l'écran qui donne les débits, qui donne les pressions, tout ça. Comme ce n'est pas forcément très lisible, ça c'est en Wi-Fi rappelé sur une tablette qu'on peut avoir sur soi qui donne tous les paramètres. Et donc ce côté très compact, il est quand même intéressant.
Surtout, on imagine, pour les transports. Alors, ça peut être du transport interhospitalier, ça peut être juste pour aller au scanner, ça peut être évidemment du transport du MAC, ça peut aller jusqu'à l'ECPR extra-hospitalière. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Nous, on n'a pas encore investi, on n'a pas encore essayé la machine. Il y a eu quelques implantations adultes en France, il n'y a pas encore eu d'implantation pédiatrique. Voilà, j'ai échangé avec notamment un collègue du nord de la France il y a 5 minutes qui est bien conquis par ça, et ça sera peut-être un des devices intéressants des prochaines années. Alors oui, j'aime beaucoup le côté marketing de ça. Alors, bon, on a beaucoup parlé des drones dans l'actualité internationale utilisés comme arme de guerre récemment, donc là, voilà, ça peut aussi transporter une colibri. Et alors, je vous laisserai voir cette vidéo de présentation YouTube. Là, c'est pas la vidéo, c'est que du screenshot. Mais donc, il y a malheureusement un pauvre randonneur, a priori quelqu'un qui s'arrête de marcher dans les Alpes. Et alors, en vélo de rando, en quad et tout ça, on lui amène la colibri. C'est magique, quoi. Faut voir ça. Très proche de notre activité quotidienne, quoi. Autre chose qui était bien mis en avant lors de ce congrès, c'est la canule Crescent de Medtronic. Donc c'est de la canule pour faire de l'ECMO VV, c'est double lumière. Ça existe en 13 et en 15 French. Donc ça ressemble, alors d'après la technique de Medtronic, ça ne ressemble pas du tout à la Valone. D'après ceux qui font de la Valone, ça ressemble tout à fait à la Valone. En pratique, en tout cas, c'est les mêmes tailles. Les premiers essais, quand même, c'est sympa parce qu'a priori, il n'y a pas eu ce qui avait été décrit avec les débuts de la Valone, que moi, j'ai jamais utilisé, mais qui étaient des risques de perforation vrais à la pose. Là, le TIPS, il est designé un peu différemment et il diminue ce risque. Il y a des repères radiologiques radio-opaques pour que la pose soit plus simple, pour que l'orifice de réinjection soit plus facilement situé en face de la tricuspide. Sinon, l'aspiration veineuse, c'est multiperforé dans la veine cave, multiperforé dans la veine cave sub, veine cave 1, veine cave sub, ça fait une double entrée. Voilà, nous, c'est vrai que le parti, pour l'instant, il est plutôt de se concentrer sur de l'ECMO-véno-veineuse multisite, y compris sur des petits gabarits, y compris sur du 3 kg. Donc, on ne va pas sauter dessus, mais en tout cas, c'est intéressant. Et il y avait pas mal de gens qui gravitaient autour de ce stand et qui ont envie de l'essayer. Dans les expériences nationales sur l'ECMO-véno-veineuse avec ces canules, je crois que Bordeaux en fait régulièrement. Peut-être que ça sera un truc intéressant. Pour l'instant, en data, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai trouvé ça, c'est Azaïot Journal de cette année. Il y avait une quinzaine de cas, et dans les petits, il n'y en avait que 3. 2 hernies diaph gauche, 1 SDRA. Bon, il ne ramenait pas donc, de difficulté à la descente de la canule et pas de risque de perforation. Et au cours du run d'ECMO, plutôt satisfaisant. Mais voilà, ça reste très, très léger pour l'instant comme data. Côté éducation, de quoi ils nous ont parlé? Alors, il y a 2 bouquins principaux dont c'est intéressant de parler. Le premier, qui est un très joli bouquin de chevet pour les fans de l'ECMO, c'est le Red Book. La 6e édition, elle est sortie l'année dernière. La 5e édition avait déjà 4-5 ans, je crois, donc bon, c'est intéressant, c'est actualisé. C'est quand même facile à lire, c'est un bon livre de service, nous on l'a. Ça ne se perd pas en détail et les informations sont quand même bien distillé, on aime bien. Et puis l'autre, j'ai pas eu l'occasion de le feuilleter, mais il faisait aussi la promo de ça pour tous les centres qui sont bien avancés dans leur cas de simulation d'ECMO. Il y a eu un petit recueil de scénarii néonatal et pédiatrique, voilà, qui est disponible et qui est endossé par l'ELSO, et donc, dont on imagine que c'est intéressant. Pas mal de promos aussi autour de dans leurs quartiers généraux dans le Michigan, de plus en plus de sessions de training justement de simulation. Alors pour l'instant, pour nous, c'est encore un peu compliqué parce que c'est surtout des scénarios adultes. C'est quand même 2000 € pour 2 jours. Donc c'est un peu délicat d'aller s'envisager un voyage dans le Michigan pour ça. Mais ils ont beaucoup développé ce centre-là en particulier. On espère qu'il y aura, en dehors des côtés de simulation très hyper locaux de nos centres respectifs, des programmes un peu européens qui ressembleront à ça. Évidemment, c'est certifiant et tout ça. Enfin, c'est intéressant. Biblio. Alors Biblio, dans la biblio que j'ai choisie, alors déjà c'est un choix qui était guidé parce qu'il y avait une présentation plénière un peu du top 10 des articles d'ECMO pédiatrique présentés là-bas par Madame Matteo Di Nardo, un médecin qui fait de l'ECMO à Rome et qui est bien présent sur la scène européenne. Donc j'en ai gardé quelques-uns et ça fera écho, je pense, à plusieurs présentations qui vont suivre dans la journée. La bivalirudine, bon, ça fera bien le tremplin avec la prochaine. J'en dis pas trop donc, parce que ça va enchaîner après avec, mais vous en avez probablement entendu parler. Ça se pose comme alternative à l'héparine.
Certes, c'est plus cher en soi, mais peut-être que ça fait et moins saigner, donc on transfuse moins et qu'en fait, c'est cost-effective. Et surtout que peut-être on est efficace plus vite et que peut-être il y a moins de thrombose. Enfin bon, il y a quand même pas mal de data et déjà des reviews qui sont très en faveur de ça. La question qu'on se pose, ben voilà, elle est bien résumée sur l'article du bas, c'est est-ce que là maintenant il y a assez de données, est-ce qu'on est assez safe pour passer à ça et sauter le cap? Nous, on ne l'a pas fait pour les ECMO, on l'a fait pour les assistances longue durée et désormais sur des assistances type Berlin-Hart, c'est ce qu'on utilisera en première intention, avec une expérience pour l'instant assez faible, autour de 2 cas quand on avait utilisé le médicament en rescue. Mais bon, pour les ECMO, pour l'instant, c'est toujours l'héparine qui sera l'anticoagulant de choix. On est mi-novembre, et malgré l'arrivée du Beyfortus sur le marché, on imagine que les premières nouveau-nés nourrissons avec des viroses et avec des SDRA, ça va arriver dans quelques semaines. Celui-là, je l'avais trouvé intéressant comme article, c'est sur l'intérêt de faire vite, y compris chez les petits pois, y compris chez les nouveau-nés, de la fibroscopie un peu agressive et de voir comment ça pouvait impacter la suite du parcours. Et donc là, il y a une réduction de quelques jours des runs d'ECMO et une réduction de quelques jours de la période de ventilation mécanique de ces enfants qui étaient dans le groupe fibroscopie un peu rapide. C'est intéressant parce que selon si dans vos services, c'est plutôt des médecins qui viennent d'un environnement adulte où la fibroscopie, le recours à la fibroscopie est assez régulière, ou si c'est plutôt des pédiatres ou des néonatologues, enfin vraiment une culture où la fibroscopie elle est assez exceptionnelle, on n'a pas tous la même vision du geste, parce qu'on n'a pas toujours du matériel adapté, parce que sur des très petits poids, on n'a pas des choses qui aspirent très bien, parce qu'on est un peu frileux, parce qu'il y a l'anticoagulation. Peut-être que parfois on met un peu de temps, c'est un peu en tout cas ce que défend cet article, et qu'on devrait peut-être y aller de manière un peu plus agressive. Donc c'est intéressant pour ça, dans ce que ça donne comme data. Le troisième qui nous intéressait, nous, beaucoup, c'est de Boston. Ça parle de la décharge du ventricule gauche dans les sorties de CEC difficiles, enfin dans les sorties de CEC impossibles, avec nécessité d'un relais par ECMO avant de regagner la réanimation. La décharge gauche, elle n'est pas systématique, elle est actée pour tout le monde à faire dans un second temps, surtout dans les cas d'OAP hémorragique, dans les cas de complications. Mais le faire en prophylactique pour améliorer la récupération, c'est pour l'instant pas ce qui est fait. Et pourtant, cet article, c'est un peu ce qu'il suggère. Le rationnel physiopathologique, c'est que l'ECMO augmente la post-charge, ça dilate le VG, qui est déjà dilaté par X heures de CEC. Ça fait une mauvaise perfusion du myocarde, ça l'aide pas à récupérer. À l'extrême, si la valve aortique s'ouvre même pas, il y a un risque de thrombus. Enfin bon. Et donc avec une méthodologie un peu particulière, hein, c'était pas randomisé décharge versus non décharge, mais enfin bon, ça tend à montrer que quand même il y a moins de morbidité pour ceux qui ont eu d'emblée une décharge en sortie de bloc et une canule dans l'oreillette gauche. Voilà, après c'est un débat qu'on peut étendre aux cas de myocardite qui sont assistés, même si c'est autrement plus compliqué que d'aller décharger le ventricule gauche dans une assistance fémorale de myocardite sur quelqu'un qui a un SIA intact, que de le faire juste en post-opératoire d'une correction de cardiopathie congénitale, mais voilà, celui-là, il est sympa aussi. Ventilation, pour dire que l'article principal discuté, c'était celui qui était un peu un screening de quel type de ventilation était opéré sur les enfants assistés en VV, enfin assistés pour des SDRA dans les néonates américaines. Globalement, la conclusion, c'est que tout le monde a protocolisé des choses dans leur centre, mais que c'est extrêmement divers et varié comme protocole, en passant par tous les modes de ventilation conventionnels, en volume, en pression, de l'OHF, un peu tout ça. Et ça servait un peu de porte d'entrée pour rediscuter de ce qui leur avait semblé intéressant comme publication sur les réglages. Alors il y a des choses dont on sait déjà et dont les preuves sont déjà bien accumulées, que quand même quand on met un peu trop d'oxygène sur un enfant sur ECMO, on grève un peu le pronostic parce que c'est probablement pas nécessaire et parce que c'est probablement de l'inflammation et tout ça. Donc bon, ça c'est des choses qui sont maintenant, je pense, bien actées. Mais alors dans du gros brassage de data, ça c'est l'article du bas, là c'est Azaïot Journal aussi, il y a des choses qui sont quand même, qui nous montrent que c'est quand même plus compliqué que juste ce qu'on connaît des réglages de ventilation ultra protectrice avec beaucoup de PEP, pas beaucoup de pression motrice. Parce que là, encore une fois, c'est beaucoup de données brassées, donc c'est difficile de faire le tri. Mais finalement, ceux qui avaient plus de 10 de PEP, ils allaient quand même moins bien que ceux qui avaient entre 8 et 10. Donc éviter la télectroma et avec une grosse PEP, ok, mais peut-être quand même qu'il y a un moment où la surdistension elle est nocive. Et pareil, il y avait un groupe où ils avaient une pression motrice de ventilation qui était à 16, où ça allait un petit peu mieux que ceux qui en avaient moins.
Or, il y a beaucoup de centres dont les réglages, c'est 10, 12 de pression motrice quand c'est de la pression contrôlée qui est utilisée dans les réglages ultra-protecteurs. Donc là, probablement que ça se réévalue, probablement qu'il n'y a pas une recette qui marche pour tout le monde. Bon, ça servait un peu de porte pour ouvrir ce débat. Celui-là, sympa aussi, ce qu'ils avaient regardé, c'était le temps moyen de pause d'ECMO des myocardites après l'intubation. Le temps, il est là. Parce que ces patients, ces enfants qui se dégradent avec des défaillances gauches, typiquement la myocardite, l'idée c'est de se dire que la ventilation mécanique, c'est quand même un des traitements de ça, que ça peut les améliorer, et puis bon, qu'on a plus de chances de survivre quand on n'a pas d'ECMO que quand on en a une, mais en fait quand même, eux, le point qu'ils défendent, c'est que quand on en est à penser à l'intubation, probablement qu'il y a déjà une indication d'ECMO, ou qu'en tout cas elle doit être discutée fortement, et plus on attend avant d'assister dans les suites de l'intubation, plus la courbe de survie de Kaplan-Meier, elle s'effondre. Donc plutôt des arguments pour être assez incisifs ou pour pousser à la cannulation dans les suites immédiates de l'intubation sur ces patients. Et le dernier, qui je ne crois pas a été présenté à l'Euro-ELSO, mais dont on a parlé parce que vous savez probablement qu'il y a Toulouse qui est en train de faire un beau recueil, une belle étude sur les cannulations d'ESDRA néonataux, VV versus VA. Et ça, c'était une des biblios dont on avait discuté. Je me souviens que l'année dernière encore, on disait, certes, tout le monde tend à penser et tend à faire qu'un nouveau-né avec un SDRA, on a plutôt envie de refaire de la VV, que c'est la méthode d'assistance la plus adaptée, mais enfin bon, des vraies preuves qui assurent à 100% que c'est moins nocif que de faire une bonne VA bien faite par des gens qui savent faire, il n'y en a pas non plus énormément, néanmoins ça s'accumule, et cet article-là, il tend à montrer ça, il tend à montrer que peu importe le score de gravité, parce que c'est tout pondéré sur un score de gravité, quand même la technique et le run d'assistance est moins morbide en VV qu'en VA, notamment avec la morbidité neurologique. Voilà, je pense que c'est quelque chose dont on rediscutera. Et indépendamment que le run de VV soit en double lumière ou en multisite, ça c'est peu importe quoi. Voilà la sélection que j'ai faite et des choses que j'avais envie de vous présenter de ce congrès. Donc évidemment, l'idée, ça serait qu'on puisse se retrouver lors du prochain. J'espère pouvoir y être. Donc à vos agendas, le prochain, ça sera mi-avril, fin avril, à Cracovie en Pologne. Donc au sud de la Pologne, pas loin de la Slovaquie, pas très loin de l'Ukraine non plus, mais j'espère que ça ne va pas empêcher la bonne tenue du congrès. Je vous ai déjà un peu mâché le travail pour votre voyage donc, du 24 au 27 avril. Donc Dzień dobry pour bonjour, Dzięki pour merci. A priori une ville qui est quand même sympa à visiter et surtout un large choix de vodka plus que de vin pour les sorties du soir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation qui a fait une petite revue de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance sur... Pendant qu'il y a des questions qui... Est-ce que c'est toujours difficile de synthétiser sur un congrès, d'avoir une impression, qu'est-ce qui est... Est-ce que toi, tu as une impression laissée sur une thématique qui ressortait plus ou des choses qui ressortaient plus, qui donnaient un peu le ton de... Là, on est en train de... plutôt de s'intéresser beaucoup à l'anticoagulation, plutôt s'intéresser beaucoup à la ventilation. Est-ce que tu as un peu ce sentiment-là sur ce congrès ? Oui, parce que quand même ce qui a été le plus traité dans les sessions plénières, alors l'anticoagulation, effectivement, avec tout type de device d'assistance et la place de la bivalirudine, c'était un des topics principaux. Je pense qu'il y a quand même un biais de recrutement et de présentation dans ce congrès où on a vraiment les centres élitistes un peu partout en Europe et donc aussi beaucoup de data et de discussions autour de l'ECPR. CPR, alors bon voilà, nous c'était moins ce que j'avais envie de ramener ici et c'est peut-être moins ce qu'on recherche là, mais beaucoup de partage de données, beaucoup de partage d'algorithmes sur comment optimiser, comment réussir à faire au moins 50% de succès sur ces techniques, sur les algorithmes d'entrée dans ces protocoles de CPR. Voilà, ce qu'on apprécie aussi, pas mal de
topo sur l'accessibilité de cette technique excellente et onéreuse à des centres et à des pays moins développés, à des milieux, des systèmes de santé plus modestes. Ça, c'était aussi assez sympa. Ça permet un peu de varier, de ne pas oublier qu'on fait quand même de la médecine de riche avec tout ça. Voilà. D'autres questions dans la salle? Moi, j'avais une question vis-à-vis de l'article que tu as présenté sur tout ce qui est fibroscopie et kiné, notamment VV. Et je voulais avoir un peu l'expérience, j'en profite, comme il y a les différents centres d'ECMO, sur vous, un peu comment vous gérez les choses en termes de kinésithérapie, de précocité ou pas de fibroaspiration. Parce que c'est vrai que nous, on se pose souvent la question, qu'effectivement, il y a l'anticoagulation et qu'on est toujours un peu stressé de faire saigner, de faire pire, de faire plus mal. Et puis gêné aussi quand ils sont tout petits pour les fibroaspirés. Mais petit à petit, j'ai l'impression qu'on y vient de plus en plus. Et peut-être avec des durées d'ECMO qui soient un peu plus courtes là-dessus. Je voulais avoir un peu l'expérience, je sais pas, Trousseau aussi ou... Moi, je suis d'accord avec toi, Marie. C'est sûrement un sujet vraiment intéressant. D'ailleurs, s'il sort sur le congrès, c'est qu'effectivement, ça commence à arriver. Il y a des difficultés techniques pour trouver des fibroscopes pour les petites sondes inférieures à 3,5. Donc ça, c'est déjà une difficulté, mais il y a maintenant des fournisseurs qui commencent à en faire. Et puis, il y a, je pense qu'on a peut-être tous vécu, je sais pas, nous, des patients en SDRA très sévères qu'on n'arrive pas à reventiler, qui sont comme ça avec un poumon qui est non recruté pendant des jours et des jours. Et puis on va faire la fibroscopie et en fait, il y avait des bouchons, quoi. Il y avait des bouchons, donc on ne pouvait pas recruter le poumon et donc on aurait pu attendre peut-être encore des semaines. Donc il y a sûrement effectivement une place à la fibroscopie, peut-être pas la phase initiale, mais quand on commence à rentrer dans les périodes habituellement de sevrage, au bout d'une semaine, si le poumon ne se recrute pas, ça vaut peut-être le coup d'aller voir et effectivement de le nettoyer. Ça ne marche pas toujours, il y en a pour lequel on ne trouve rien et que le poumon il est vraiment dérecruté. Mais il y a vraiment, je pense, effectivement du travail à faire là-dessus pour inclure cette stratégie. Ouais, c'est une question et remarque. La remarque, on a refait là aussi un sondage. C'est vrai qu'on voit, comme tu l'as présenté, qu'il y a peu de centres français, déjà français globalement, et évidemment encore plus pédiatriques français à être adhérents à l'EuroLSO. C'est vrai que les gens voient essentiellement le coût de l'adhésion qui est quand même pas si élevé. Enfin, c'est vrai qu'on paye pour travailler, rentrer des données dans un registre, donc c'est particulier comme démarche. Par contre, le bénéfice, il est quand même de rentrer dans une communauté qui est particulièrement en pointe. On verra aussi à la session recherche, on l'a déjà présenté, qu'il y a quand même une facilité d'accès aux données internationales sur l'ECMO qui sont, certes, ont leurs limites, mais enfin, qui permettent même des fois de résoudre des questionnements au lit du malade et dans les staffs, pour nous, sans parler de publication. Donc ça, c'est génial. Et est-ce que tu as entendu parler d'appels à projets, choses comme ça? Parce qu'on a des gens au Club ECMO qui sont même représentants à l'ELSO là, pour la pédiatrie. C'est vrai qu'on pourrait répondre, le Club ECMO pourrait répondre favorablement et relayer des projets. Est-ce que tu as entendu parler de projets dans les années à venir, de recherche ou d'épidémio? Non, c'est rien qui me vient comme ça. Faudrait que je rejette un coup d'œil sur tout ce que j'avais noté il y a quelques mois. Effectivement, je vais regarder ça. Ouais. Moi, j'ai pas entendu parler, mais Nico, peut-être que parce que Nico, donc Nicolas Joram, et il est adhérent au club. Te présente. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont assez ouverts. Effectivement, moi, ils m'ont proposé d'intégrer le groupe neuro de l'EuroLSO suite à des publis. En fait, ils viennent nous chercher assez facilement et ils sont assez ouverts, effectivement, à participer, y compris si on n'est pas anglophone. Il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment très, très accueillants, très ouverts. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, effectivement, même à prendre contact. Ils sont en demande de nouveaux adhérents pour participer au groupe de travail. Alors moi, je connais celui de la neuro, mais probablement qu'il y en a d'autres. Merci beaucoup.